Le Crayon et Les Pépites de France, ce sont aujourd'hui les deux médias les plus influents dans leur domaine sur les réseaux sociaux, cumulant des millions d'abonnés. Et ils ont un point commun, c'est ce mec, Antonin. Antonin, c'est un mec de l'ombre, un bâtisseur. Un mec qui se trouve derrière de nombreux projets à succès mais sans jamais chercher la lumière. Aujourd'hui, il dirige une équipe d'une trentaine de personnes et construit des médias qui cartonnent sur YouTube, Instagram et TikTok. Dans cet épisode, il va nous raconter comment on monte un média à succès sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on délègue efficacement dans la création de contenu pour monter en puissance, et enfin, on va voir aussi les erreurs à éviter quand on cherche à recruter pour ces réseaux sociaux. Notre but est simple, vous donner toutes les clés pour comprendre le succès du groupe Le Crayon et comment se démarquer quand on cherche à travailler dans la creator economy. On va parler de ce que personne ne dit sur le travail dans un média indépendant. Antonin Marin sur Solocrea, c'est parti. Salut Antonin. Salut Adam, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, super. Bienvenue sur le podcast, je suis trop content de te recevoir. On va parler de plein de choses aujourd'hui, on va parler de toi évidemment, on va parler du groupe Le Crayon et du rôle que tu tiens aujourd'hui dans l'entreprise, et on va parler aussi et surtout de comment est-ce qu'on scale des activités sur les réseaux sociaux, donc de création de contenu ou de médias dans ton cas. Est-ce que tu pourrais commencer par me présenter rapidement Le Crayon, ce que fait l'entreprise en fait, et un peu plus votre partie justement digitale et médias. Ouais, alors Le Crayon c'est un groupe média, donc il y a deux médias. Le Crayon qui est un média de débat d'idées sur les sujets de société et politique, et Les Pépites de France qui est un média sur le patrimoine et l'excellence française. On a aussi une partie agence, où là on va s'occuper de la partie relations presse, de l'influence des marques. Donc voilà, on a deux catégories, donc médias et agences. Sur les médias, aujourd'hui, globalement, on est à plus de 8 millions d'abonnés et on fait plus de 150 millions de vues par mois. Solide. Toi, tu t'occupes de quelle partie aujourd'hui ? Parce que du coup, au Crayon, vous êtes 4 cofondateurs. C'est quoi, toi, ton secteur vraiment Alors oui, effectivement, on est 4 cofondateurs. Donc, il y a Valran, Jules, Valran que tu avais reçu d'ailleurs, Sixtine et moi. Et moi, je m'occupe de toute la partie média, donc édito. Globalement, j'ai une supervision éditoriale sur tout ce qui se passe au sein du groupe. J'ai un focus plus particulier sur le Crayon. Mais globalement, je m'occupe de la partie éditoriale du groupe. Trop bien, très clair, merci beaucoup. C'est de ça dont on va parler, les amis. Donc, Le Crayon en tant que média, donc la chaîne YouTube, média de débat, comme tu le disais, et Les Pépites de France et globalement tous vos réseaux sociaux qui marchent très bien aujourd'hui et qui sont en croissance. C'est le plus important, que vous avez réussi à scaler. Aujourd'hui, vous avez une équipe de plus de 30 personnes, bientôt 40. Je ne sais pas exactement combien vous êtes, mais ça commence à être... C'est ça, on est à peu près 35. Ça commence à être bien solide. Vous avez vos nouveaux locaux d'ailleurs qui sont magnifiques. Ouais. Félicitations pour ça. Merci. J'aimerais qu'on parle... T'es venu ou pas déjà dans les nouveaux locaux ? Ouais, je suis venu une fois. Ouais. Ils sont très cool. Enfin, je veux dire, c'est cool d'avoir pu réunir tout ça. Les deux équipes, je crois que vous étiez séparés avant. Ouais, exactement. On avait deux locaux différents. On a réuni un peu tout le monde dans des grands locaux qui sont très beaux. On est très contents. C'est Valran qui me disait que c'était un peu chiant de devoir, pour un meeting, sortir dans la rue et aller. Ouais, vraiment. Donc là, ça doit vous mettre bien et ils sont très beaux. Donc félicitations. Je disais, l'idée, ça va être de parler justement de comment est-ce que toi, à titre personnel, vu que tu t'occupes de la partie média du Crayon Group, comment est-ce que tu as réussi à scaler un peu cette activité-là ? Parce que ici, on a l'habitude de recevoir ou d'entendre des gens qui travaillent sur peut-être des chaînes un peu plus petites, ou en tout cas des organisations plus petites en termes de taille d'équipe, tout simplement. Et j'aimerais aussi évidemment qu'on parle un peu plus de toi, de ton parcours et de la vision du Crayon, là où est-ce que toi tu voudrais que vous alliez, tout simplement. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter toi à titre personnel. Comment est-ce que tout ça a commencé ? En quelle année ? Comment a commencé Le Crayon, tu vois, sur YouTube déjà, dans un premier temps ? Je crois que tout part de là, si je me trompe pas. Ouais, tout part de là. Alors effectivement, tu disais la chaîne YouTube, mais on est présent sur tous les réseaux sociaux, Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook, X, bref, on est vraiment partout. Je sais que ta plateforme de cœur, c'est YouTube, tu vas pas me la faire. Mais ma plateforme de cœur, c'est YouTube, effectivement. C'est là où tout a commencé. Moi, je faisais des études de mathématiques à l'époque, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai toujours été un passionné de médias, d'actualité, d'enjeux de société, politique, etc. Mais l'endroit où je travaillais le mieux, on avait un prof qui nous disait travaillez tous les sujets et celui que vous préférez travailler, allez-y et faites ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était les maths. Donc, j'ai fait des maths et j'ai continué mes études de maths. Sauf qu'à un moment donné, donc j'ai fait une classe prépa et après, je suis allé à la fac pour faire des maths. Et là, j'ai rencontré Valran. Donc, un pote à moi me met en relation avec Valran. Il me dit il y a un projet qui est en train de se créer qui peut être cool et tout. Ce projet s'appelait Le Crayon Politique. Donc, Valran avait commencé avec Sixtine, donc sa sœur, notre associé aussi actuel, a commencé à faire une application où les gens pouvaient écrire des articles. Donc, c'était des jeunes étudiants qui pouvaient écrire des articles. L'idée de cette application, c'est de se dire il y a des étudiants de tous bords, de tout horizon, qui peuvent écrire des articles dans cette application. Sauf que, évidemment, les articles, comme ils n'étaient pas pointus, comme on n'apprenait pas grand-chose aux gens, personne ne les lisait en réalité. Et moi, il se trouve qu'au collège, j'avais fait des covers sur YouTube. Voilà, je chantais et tout. Ouais, voilà. C'est-à-dire, j'ai des goûts assez éclectiques. Je peux me passionner. De guitare aussi, de musique. Ouais, exactement. La guitare. Ouais, exactement. Je joue de la guitare, je chantais
avant, plus trop maintenant, mais bref. Et donc j'ai commencé comme ça. Et donc moi je connaissais un peu le montage vidéo parce que je l'avais touché du doigt quand j'étais au collège, tu vois, à l'époque. C'était l'époque où tout le monde se lançait sur YouTube. T'avais les premiers podcasts, MrV commençait à exploser, etc. Et donc j'avais commencé ça. Et donc quand vient le crayon et qu'on voit que les articles ça marche pas trop, on se dit ok, il va falloir passer sur YouTube ou en tout cas faire de la vidéo parce que les gens aujourd'hui consomment l'actualité sur la vidéo. Hugo Décrypte commençait à monter, il y avait à peu près 150 000 abonnés sur YouTube à l'époque. On a quelle année à peu près? Là, on est fin 2018, début 2019. Et on se dit, ok, on va faire des vidéos sur YouTube. Donc moi, je me dis, ok, toutes les semaines. Donc on avait des formats d'interview qu'on voulait faire, qu'on avait commencé un peu à faire, mais qui n'étaient pas très bien rodés. On voulait faire ça bien, mais en fait, c'était pas quali. Et donc moi, je commence à faire toutes les semaines des revues d'actu, un peu. Donc je dis, voilà ce qui se passe dans la semaine, voilà ce qui s'est passé, etc. Mais vraiment, je prends mon téléphone, je me filme. On le poste sur le crayon, ça s'appelle l'actu pressée, c'est encore disponible sur le crayon d'ailleurs. Et évidemment, on fait 200, 400 vues, etc. Mais déjà, il y a un truc on se saisit du médium, on est en mode, ok, maintenant, on sait comment faire. Il suffit juste de prendre son téléphone, d'avoir un logiciel de montage. Donc à l'époque, c'était sur iMovie, j'avais un Mac, et je montais sur iMovie. Un MacBook Air, le truc chauffé de ouf et tout avec iMovie, enfin bref, c'est dinguerie. Même avec iMovie. Ouais. C'était un MacBook Air, tu sais, c'était les MacBook Air gris, avec le contour gris, là, à l'époque. C'était vraiment les vieux MacBook Air de 2015. MacBook Air 2015, j'avais eu pour mon bac. Et bref, je montais là-dessus. Et ça prenait petit à petit. Et en fait, tout ça, ça nous a débloqué une case de se dire, ok, on est capable de faire des vidéos sur YouTube, on est capable de faire du montage, c'est pas si impossible que ça. Donc, on va le faire aussi des émissions, parce que le crayon de base, c'était des gens de tous bords, on va faire des débats. On va faire réunir des gens qui échangent et qui débattent. Donc là, on organise notre premier débat, mi-2020, mars 2020, un peu avant le Covid. On organise un débat. Et ce débat prend vraiment sur YouTube. Ça marche très, très bien. Et là, on se dit, OK, il y a un vrai truc. On a senti ce truc de dire, nous, on a envie de voir des débats de gens qui sont sur YouTube, de créateurs de contenu sur YouTube. À l'époque, on disait YouTubeurs. On voulait voir des YouTubeurs débattre. Et donc, on les a réunis, on a organisé des débats. Et à partir de là, en fait, on a reproduit ce qu'on voyait à la télé, nous, mais entre journalistes, entre écrivains, etc. Mais nous, on l'a reproduit avec des YouTubeurs en se disant, OK, pourquoi les YouTubeurs, ceux qu'on trouve méga intelligents, qui font des sujets méga pertinents, ils seraient pas capables d'avoir un échange, des débats? D'autant plus que on constatait, et c'est aussi parti de là le crayon, qu'avec les algorithmes, les gens s'enfermaient de plus en plus dans des bulles algorithmiques. Ouais, les boucles. Ouais, exactement. Et de se dire, je sais pas si tout le monde a conscience, peut-être toi tu vois parce que tu es un peu sur les réseaux, mais en gros, globalement, dans les bulles algorithmiques, toi tu peux voir que des chiens, moi que des chats, et un jour tu me parles de chiens, je sais même pas ce que c'est des chiens parce que moi j'ai vu que des chats. Et ça, quand tu le transposes d'un point de vue politique, tout de suite, tu crées des radicalités en fait, parce que toi t'as vu que des trucs de gauche, moi que des trucs de droite. Dès que tu vas avoir un truc de droite en face de toi, tu es en mode waouh, ça va te paraître très violent parce que t'en as jamais vu en fait, et tu le vois jamais. Ouais. Exactement, et inversement, bien sûr, je dis pas que tu vois que des trucs de gauche, et inversement, c'était un exemple. Mais oui, et donc partant de là, on s'est dit ok, on va organiser des débats et on va réunir des créateurs de contenu qui sont dans leur propre bulle, les gens qui les suivent sont dans leur propre bulle, et nous on va faire en sorte que les gens peuvent se rencontrer et créer un échange de bulles pour dédramatiser certaines choses. Ça donne un débat entre qui et qui à l'époque du coup? À l'époque, c'était un débat entre une personne qui était plutôt masculiniste et une autre personne qui était engagée féministe. D'accord. Donc on a un débat sur ce sujet-là, qui à l'époque on en parlait beaucoup, c'était les débuts en même temps le pic de la vague féministe qu'il y a eu, je crois que c'était, je sais plus quand c'était MeToo, mais on n'était pas très loin de ça, donc c'était un sujet de société hyper important et hyper exigeant aussi, on voulait le faire bien, on voulait bien traiter ce sujet. Bref, c'était un sujet important. Et ce débat, en fait, c'était un débat dont les gens avaient besoin. Et petite anecdote là-dessus, on a un couple d'amis dont une personne suivait la créatrice de contenu, l'autre suivait l'autre créateur de contenu. Et ils savaient même pas qui suivait qui en fait. Enfin, dans le couple. Ouais, dans le couple. En gros, le mec savait pas. Couple suivait l'un des deux. Ouais, le mec savait pas que sa meuf suivait la créatrice de contenu. La meuf savait pas que son mec suivait le créateur de contenu. Et en fait, ils ont regardé le débat ensemble. En mode putain, en fait, c'est les deux créateurs de contenu qu'on suit. Et donc, énorme. Le crayon permet aussi ça de réunir même des gens qui sont potes en se disant en fait, on a même pas. Moi, j'ai aucune connaissance. Je fais de la blague avec les chats, les chiens, droite gauche, mais j'ai aucune connaissance en fait de ce que t'as dans ton algorithme. Et je présuppose que t'as la même chose que moi parce qu'on se connaît, parce qu'on est plus ou moins proches, etc. Mais en fait, est-ce que t'as vraiment la même chose que moi dans ton algorithme? Est-ce que t'as pas en fait des trucs hyper hardcore que moi, je verrais ça, je serais en mode waouh, c'est quoi ça, tu vois? Ou inversement. On va le voir maintenant, on va scroller pendant 15 minutes. Et c'est le format des réseaux, super. Non, mais tu vois, et donc c'est un peu l'idée avec le crayon, c'est ça, c'est aussi de montrer que les gens, parfois que tu trouves peut-être pas dangereux, mais en tout cas que tu trouves extrêmes dans leurs pensées, ou c'est des pensées que toi, t'oserais pas, tu dirais ah non, je suis pas très à l'aise avec ces pensées-là, en fait, c'est des gens que des gens proches de toi peuvent suivre.
Mais tu le sais même pas parce que t'es pas dans leur boucle algorithmique. Bref, et donc c'est un peu ce sujet-là aussi avec le crayon qu'on a essayé de porter au départ et se dire ok, on organise des débats sur les sujets de société qui fonctionnent. Et donc là, ça a commencé à prendre. Et après, en 2020, donc il y a le Covid. Donc ça commence à prendre, il y a le Covid. Moi, pendant le Covid, j'explique. Hein, je sais pas si tu as des questions. Non, vas-y, Okay. c'est très bien. Juste, je voudrais souligner le fait Ouais. que c'est intéressant que tu expliques tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à première vue, en voyant la chaîne YouTube Le Crayon et donc les débats, ou même les shorts, etc., sur les différents réseaux, pensent que votre but, c'est de diviser, justement, d'être le plus clivant possible, etc. Ouais, bien sûr. Alors que, comme tu l'expliques, finalement, le but, c'est de réunir. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, notre projet, c'est vraiment réunir. Et ça part de là. Ça part d'ouvrir le champ de pensée, en fait, des gens qui regardent. Ouais, exactement. En fait, nous, ce qu'on aime au Crayon, en tout cas, même dans l'équipe rédactionnelle et journalistique qu'on a, c'est on essaie constamment de penser contre nous-mêmes en se disant, OK, on va pas renforcer ce qu'on sait déjà et ce qu'on pense déjà. Non, on va essayer d'aller chercher à côté, ailleurs, regarder ce qui peut nourrir aussi notre état d'esprit et notre manière de penser. Donc, on arrive là, donc on est le Covid. Moi, je suis encore en stade d'études. Valran finit ses études. Jules et Sixine aussi sont encore en cours d'études. Bref. Donc, les 3 cofondateurs, du coup, pour rappeler. On est 4 cofondateurs. Oui, mais 3 autres, pardon. Oui, je dis Jules, Valran, Sixine, effectivement, comme si c'était acquis. Mais oui. Je me rappelle juste au cas où, même. Voilà, exactement. Donc là, on est tous en stade études. Covid arrive, moi, je me confine avec Valran. Donc, autant te dire que mes études passaient au second plan et que j'étais focus crayon. Mais j'arrive quand même à valider mon master 1 de mathématiques fondamentales. Là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Parce que là, c'est vraiment 2 chemins dissociés. Crayon ou mathématiques fondamentales. Moi, je me voyais être chercheur en maths. Je sais pas si tu vois Cédric Villani, mais le mec avec son araignée et tout. Voilà. Moi, mon goal de vie, c'est d'être Cédric Villani. Sauf que là, je commence à me diriger dans un truc qui m'éloigne du goal de vie de Cédric Villani. Et du coup, pendant le confinement, ça marche bien. Focus crayon, etc. On repense toute la ligne éditoriale avec Valran. Bref, à ce moment-là, vraiment, le crayon, c'était le média principalement. Il n'y a pas de boîte, juste à ce moment-là. Non, là, il n'y a pas de boîte. Non, il n'y a pas de boîte du tout. Comment ça marche? C'est une question, en fait, pareil, je suis désolé, mais je trouve ça intéressant là d'aller autant dans le détail ici parce que vous l'avez compris, et comme je le disais en intro, le but de cet épisode, c'est aussi de comprendre comment est-ce que vous avez scalé cette boîte de zéro, c'est-à-dire toi dans ta chambre au début qui est sur iMovie, sur un Mac qui chauffe, tu vas faire des trucs où tu sais pas trop où tu vas encore à ce moment-là. Même quand tu montes d'ailleurs, tu sais pas trop où tu vas parce que ça lag. Exactement. Et du coup, tu sais pas quand cut fait. C'est terrible, hein, t'es à l'aveugle sur ce truc-là. Enfin bref, voilà, d'avoir vraiment ces débuts-là très roots et d'arriver jusqu'à aujourd'hui, vous avez quasiment 40 employés et tout ce qu'on a cité juste avant. Et donc, le but là, c'est de décortiquer comment est-ce que vous en êtes arrivé là et les différentes galères. Je fais un disclaimer. Ouais, bien sûr. Que les gens partent qu'on croit dans un tunnel pour rien. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc, continue, je t'en prie. Ok, je continue alors. Donc, 2020, là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mes études ou pas? Et je décide de faire une année de césure. Et pendant 1 an, tous les matins, je vais chez Valran et on est en mode, on tourne, on invite des gens, on fait des formats, boum, on bombarde et tout. Jusqu'à avoir une vidéo par jour sur YouTube. Tu vois, on est en mode, on bombarde. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. C'est quoi le deal à ce moment-là si vous partagez ça, mais vu qu'il n'y a pas de boîte, toi tu prends un risque entre guillemets, quand même tu fais une année de césure, lui a fini, si j'ai bien compris. Ouais. Donc qu'est-ce qui te convainc de te lancer là-dedans? Est-ce que c'est juste la passion et t'es en mode let's go, on verra? Je me dis j'ai 1 an où je vais essayer de tout dégommer et au pire ça sera 1 an de pas grave, ce sera 1 an, tant pis, c'est sûr et je reprendrai. Et financièrement, je veux dire, il n'y a pas de deal particulier ou quoi qui fait que... Non, financièrement, moi je suis même en galère parce que moi j'avais la bourse, j'étais boursier, j'avais pas d'autres revenus que ça, j'avais pas le temps de travailler sur d'autres trucs parce que j'étais dans des études avec un niveau assez exigeant quand même et donc je me retrouve sans rien parce que j'ai plus de bourse. À une césure, la bourse elle se cut, t'as pas de revenus. Et la chaîne YouTube marche aussi au bout d'un moment parce que... Et la chaîne YouTube marche très légèrement au début, enfin marche quand même, mais on n'est pas en mode yalla, tu vois. On est, pour te dire, on atteint les 13 000 abonnés en mai-juin 2021. Ah ok. Ah oui, du coup la croissance à ce moment-là, après. À ce moment-là en 2020 ça marche parce qu'on se dit ok, chaque vidéo a un nombre de vues, machin. Mais on est à moins de 10 000 abonnés, tu vois, au septembre 2020. Donc du coup, en gros, t'as pas le choix que d'all-in sur le crayon. Voilà, du coup, je suis en mode all-in. Fin 2020. Ouais, exactement, je suis en mode all-in. Ça va être une année un peu dure.
mais let's go. Et en fait, petit à petit, mine de rien, on commence à se dire avec Valorant, va falloir que ce soit rentable le crayon. On peut pas juste faire un média comme ça. En fait, on se rend compte tous les deux que moi, c'est difficile pour moi. Valorant, il est en mode faut gagner de l'argent aussi. Enfin, on est en mode de comment on peut gagner de l'argent avec le crayon. Donc en fait, pardon, mais ouais. vous avez dès le début cette vision de construire un média et une entreprise derrière, etc. Ou au début, vous êtes juste en mode let's go faire une chaîne YouTube et être youtubeur? Non. L'idée, c'est vraiment de faire un média, d'avoir un projet. En fait, c'est un projet entrepreneurial. Tu vois, on l'a toujours pris comme un projet entrepreneurial, le crayon. Ok. Et du coup, vos inspirations, c'était Hugo Décrypte, par exemple, à l'époque que tu citais. Enfin, je dis pas que vous vouliez faire pareil, mais en tout cas, plus dans ce modèle-là que faire une chaîne pour voilà quoi. Hugo Décrypte, ou même de ressembler à des. Parce que là, tu parles beaucoup de YouTube, mais même de ressembler à des médias comme Brut ou Combini à l'époque, c'était un peu l'inspiration aussi. De se dire, on va créer un média. Un média qui va impacter aussi notre génération comme ces médias le font. Je te rassure, on va parler des autres plateformes aussi après. Mais... Ouais, non, mais parce que je sais, parce que tu dis Hugo pour comparer à YouTube, mais oui, d'ailleurs Hugo est aussi très puissant sur Insta. Et donc on fait des petits, on apprend à faire du montage, donc on monte pour d'autres, tu vois, on fait des trucs qu'on sait faire, et petit à petit en fait on arrive aussi à gagner un peu d'argent avec ce qu'on fait, et ça commence à nous permettre de vivre aussi avec ce truc-là. Bref, et arrive fin 2021. Donc été 2021, où là je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends mes études? Est-ce que je reprends pas mes études? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on se lance dans le crayon ou pas? Et à l'été 2021, YouTube nous annonce qu'ils veulent qu'on fasse partie d'un programme de partenariat avec Street Press, Hugo Décrypte et Euronews. Alors que vous avez 13 000 abonnés. Alors qu'on a 13 000 abonnés. C'est incroyable. Ouais. Okay. Et du coup, c'est pourquoi je me souviens de 13 000 abonnés, parce que je me souviens qu'on a été certifié à 13 000 abonnés parce que YouTube justement nous a mis dans ce programme de partenariat. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu, je crois. Enfin, moi, j'ai jamais. Ouais, je sais pas. En fait, on avait reçu un mail. En gros, il fallait candidater, donc on a candidaté et on a été retenu parmi les médias qui ont candidaté. Alors c'est un programme qui regroupait pas mal de pays européens, enfin pas mal de pays européens. Et il y avait d'autres médias européens aussi dedans dans ce programme. Et c'est marrant de voir d'ailleurs comment chacun a évolué aussi après ce programme de partenariat. Mais donc du coup YouTube nous dit ok, on vous valide quoi. On est en mode, non seulement il y a le petit valide, mais en mode on vous soutient. Et là on s'est dit ok. Let's go. Moi en tout cas perso je me suis dit j'arrête mes études. Donc j'ai fait M1 année de césure, j'arrête mes études. Tu penses que s'il n'y avait pas eu ça, t'aurais dit je fais des maths? Je sais pas. La question se serait posée, mais on saura jamais. Mais je me souviens, pour te dire, tu sais, c'est un peu tout le monde se dit, tu sais, dans les grands événements, tu te souviens toujours de ce que tu faisais à ce moment-là. Genre quand la France a gagné la Coupe du Monde 2018, tu vois, je te dis, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Je suis sûr que tu t'en souviens. Ouais. Enfin, peut-être pas. Ouais, je me souviens d'où j'étais. Ouais, voilà. Moi, je me souviens, j'étais à la gare, bref. Voilà. Là, je me souviens quand on nous a annoncé que YouTube nous soutenait, je me souviens que j'étais avec Jules, place de la République. Et on s'est sauté dans les bras tous les deux en mode c'est incroyable, c'est génial et tout. Ouais, c'est trop mignon, ok. Et j'étais avec Jules à ce moment-là, et bref, et là j'étais en mode ok, let's go, c'est parti. Trop stylé. Ok, et donc là, vous bombardez encore plus, j'imagine. Et qu'est-ce que vous faites? Vous lancez direct les autres réseaux après, ou est-ce que vous gardez un focus sur YouTube? Non, on avait commencé les autres réseaux aussi avant. Aussi direct. On a toujours été en mode strat multi-réseau. Ouais, ok. En fait, à l'époque, ce qu'on faisait surtout, c'était YouTube découpé sur les réseaux. Et après, petit à petit, on a commencé à vraiment... faire des formats originaux dédiés. Exactement. Donc du coup, il y a la question de l'argent dont tu parlais avant. Je sais que vous avez levé des fonds après. Je suis chaud que tu m'expliques et tout d'ailleurs. Mais comment vous résolvez cette question de l'argent et comment est-ce que vous commencez à scaler en fait cette activité-là? On commence donc, comme je disais, avec proposer des services qu'on savait faire nous. C'est-à-dire au début, on faisait du montage. Puis petit à petit, on commençait à comprendre les réseaux. Donc on faisait du conseil sur les réseaux. Ok, là, pour vous lancer sur les réseaux, vous devriez faire ça, etc. Et donc petit à petit, on commence à recruter. Donc au départ, d'ailleurs, c'est comme toute entreprise qui commence, tu as un stagiaire ou deux qui sont là au début pendant quelques mois. Puis après, une fois que les stagiaires ils fonctionnent bien, tu te dis ok, que toi tu commences à gagner plus d'argent, tu te dis je vais peut-être pouvoir les prendre en CDI. Ce qu'on a fait, donc par exemple aujourd'hui Mathilde, tu vois qui c'est Mathilde? Mathilde a commencé. On embrasse Mathilde. Mathilde, elle a commencé par 6 mois de stage, et au bout de ces 6 mois de stage, on s'est dit on la prend en CDI, tu vois. Et en fait, employé number one. Ok, j'avais même pas l'anecdote. Je sais pas si c'est la. Oui, si c'est la number one en termes de CDI. En CDI, c'est la number one. Au départ, tu fais avec les moyens que tu as, c'est-à-dire que tu dis ok, je vais m'épauler de gens qui peuvent m'aider sur au début du montage. Donc, comme je disais, tu regardes si tu peux avoir des gens en stage à qui t'apprends aussi ce que tu sais faire. Tu leur dis voilà, moi comment j'ai fait ça comme ça, etc. J'étais sur un MacBook Air, machin. Et eux ils t'apprennent des trucs parce que eux c'est leur futur métier, donc ils sont en mode ok, moi je sais faire comme ça. Bref, au départ tu commences comme ça, et après petit à petit les gens que tu as eu en stage, tu commences à les faire. C'est vraiment progressif quoi, au fil. C'est vraiment étape par étape, une croissance on va dire stable, etc. Qui font que chaque étape se suit un peu logiquement.
Il n'y a pas d'étape, ce que je veux dire. Ouais, Il n'y a dis-moi. pas d'étape ou de gros changements qui a fait que d'un coup vous aviez eu des moyens, etc. Avant, on va dire, la levée de fonds qui vous a vraiment permis d'accélérer. Non, c'était vraiment étape par étape. C'est vraiment du grind, quoi. Ouais. 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 Et puis nous, on voulait pas, on pouvait pas, mais on pouvait pas se dire, ok, on recrute 3 CDI Bien sûr, ouais. et let's go, tu vois. Donc non, c'était vraiment, et puis nous, on mettait dans les mains dans le cambouis pendant très longtemps encore. Ouais. Ouais, vous avez tout appris sur le tas et tout, là. Ouais, c'est Ouais, ce que je exactement. comprends. Ouais. Exactement. Si je fais un petit fast-forward, là, du coup, c'est quand que vous levez des fonds et pourquoi vous levez des fonds? On lève des fonds en 2023. Là où on en était, là, on était septembre 2021, tu vois. Et en 2023, on lève des fonds. Mais déjà, la boîte est créée quand? Parce que tu m'as dit La boîte est créée quasiment au même moment que l'annonce de YouTube. Donc, Ah, ok. En fait, juillet c'est vraiment 2021. le catalyseur, quoi. Vous dites, Ouais. là, c'est bon, moi, je drop les maths, on crée la boîte, on y va. Exactement. Donc, juillet 2021, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Sixteen, la date de création de la boîte. Ah, c'est marrant, ok. Ouais, c'est bon, comme ça permet de s'en souvenir aussi. Donc juillet 2021, on crée la boîte. Et 2023, d'ailleurs juillet 2023, on lève des fonds. Et donc on lève des fonds principalement pour faire l'acquisition d'un média qui s'appelle Les Pépites de France, qui fait aujourd'hui partie du groupe. C'était pour faire une acquisition. Ouais, voilà. Pas pour, je sais pas, créer plus de vidéos sur le crayon ou Bah, élargir les activités, parce que du coup, vous avez lancé vos agences aussi, j'imagine, entre-temps, bah, les agences, pour c'était avant. ramener Ouais. du cash, en fait. Tout Exactement. En fait, les agences se sont fait petit à petit, c'est-à-dire que en parallèle du média, donc comme je disais, on a recruté des gens avec qui on travaille, avec qui on a travaillé, etc. Juste pour le contexte, du coup, les agences du groupe Le Crayon, donc le surligneur, le pinceau, qui vous permettent de vendre juste des services à des clients, quoi. Ouais, exactement. Et donc de faire rentrer du cash, pas juste dépendre des plateformes. Ouais, exactement, complètement. C'est exactement ça. Et donc, c'est un peu tout ce en fait, c'est l'évolution de. On faisait du montage pour d'autres et on conseillait un peu les autres sur les réseaux sociaux. Puis petit à petit, il y a un entrepreneur qui nous a demandé ça, puis un autre qui nous a demandé ça, puis après un autre gars qui nous a demandé est-ce que vous savez faire ça, etc. Et en fonction de ce qu'on savait faire, de ce qu'on nous demandait, on a commencé à se spécialiser, à dire ah si, ça, ouais, je peux te le faire. Ah, ça, je peux te le faire aussi. Et après, on a commencé à démarcher d'autres, donc en disant ah, ça, on l'a bien fait pour lui, donc on peut peut-être le faire pour lui aussi. Et petit à petit, ça a spécialisé ce qu'on proposait dans les agences. Parce qu'au départ, tu n'arrives pas avec un catalogue en disant ok, je fais ça. Ça, c'est peut-être une erreur d'ailleurs dans l'entrepreneuriat quand tu commences en disant bah, je propose ça, très précisément, je te dis ça. Oui, mais sauf que est-ce que tu as été voir le marché? Est-ce que le marché a besoin de concrètement ça? Est-ce que ça, c'est ce que tu le fais bien ou en fait, est-ce que tu fais mieux un autre truc que tu n'as pas vu? Bref. Et donc en fait, c'est juste, on avait une connaissance sur les réseaux sociaux, on savait maîtriser les réseaux sociaux. Vous saisissiez les opportunités. Et on a vu globalement ce dont les gens avaient besoin et au fur et à mesure, ça a structuré aussi nos offres qui existent aujourd'hui et après, donc ça a structuré les agences en fonction aussi des offres qu'on a proposées. Très clair. Et donc vous levez en 2023, c'est public le montant que vous aviez levé ou pas? Ouais, on a levé à peu près 1 million d'euros. Ok. $1 million. Pour du coup faire l'acquisition donc, des Pépites de France, qui est principalement sur Instagram, à cette époque-là sur TikTok aussi, j'imagine. Ouais, TikTok, Insta, il y avait une app. Shorts. YouTube Shorts et il y avait une app, aussi. effectivement. Ouais. Et donc c'est quoi le but de ce move-là? Parce que j'ai l'impression que tout s'est un peu accéléré pour le crayon à partir de ce moment-là, en fait, qui a été un moment pivot. Déjà, comment est-ce qu'on rachète un compte Instagram et un média comme ça? Comment ça se valorise? Comment vous faites? Bah, en fait, c'était un pote à nous qui nous disait, qui travaillait, que tu connais d'ailleurs, Oui. un pote à nous qui nous disait j'ai ce média-là, je départ dans ce média-là, je bosse dedans, mais je sens que j'ai envie d'évoluer vers autre chose et d'aller ailleurs. Et il disait, est-ce que vous avez envie de potentiellement acheter un média? Donc, c'est des trucs. En fait, nous, on a toujours évoqué l'idée qu'on serait un groupe média avec plusieurs médias pour porter un peu la vision qu'on a. Et lui, du coup, savait ça. Il nous a dit, en vrai, moi, j'aimerais beaucoup. Et je serais très rassuré si c'est vous qui faites l'acquisition de ce média. Sauf qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'un média, ça se valorise cher. On n'avait pas les moyens. Comment ça se valorise du coup? En fait, c'est comme une boîte, donc c'est les revenus que tu peux faire. Et après, tu as un enjeu de notoriété aussi. Parce que pour expliquer pareil, juste le contexte, mais sur une acquisition, il y a différents moyens de valoriser une boîte. Ouais. Soit c'est un multiple de l'EBITDA, soit c'est ce qu'on appelle un DCF, un discounted cash flow. On regarde en fonction du cash qui est généré et tout. On va pas aller deep dans les. Soit c'est un multiple du CA en fonction de la croissance plutôt dans la tech et tout. Mais du coup, c'est pour ça que je pose la question. Parce que dans les médias, je suis curieux, je sais pas. J'imagine que c'est un multiple d'EBITDA. C'est un multiple de l'EBITDA. Donc l'EBITDA, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. l'EBITDA, en gros, la marge, quoi. Ouais. Le bénéfice. Ouais, le bénéfice avant les taxes. Exactement, le bénéfice de son entreprise. Donc c'est un multiple de l'EBITDA, mais c'est aussi pour beaucoup la notoriété du média et l'impact que le média vous achetez vraiment une marque, quoi. C'est Ouais. pas juste un truc qui fait du cash. Ouais, exactement. C'est une marque. C'est la résonance de la marque. C'est comme si tu rachetais Nike. Il y a les revenus que Nike fait, mais il y a aussi l'image de la marque Nike qui fait. Et pour un média, ça a beaucoup de valeur, cette image-là, parce que tu touches des millions de personnes tous les mois. Et donc, ça se valorise. C'est intéressant. Donc, il y a cette partie qui est vraiment qui se négocie le plus, en fait. C'est à quel point la marque a de la valeur ou pas. Ouais. Et après, il y a la partie plus factuelle où il y a des pratiques de marché où le monde du média, on va dire, ça se valorise tant de fois l'EBITDA en moyenne, etc. Il y a ça. Et après, ça dépend aussi de l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur, peut-être, il a pas envie de rendre le média rentable. Peut-être qu'il a, Oui, en plus, il a déjà d'autres activités qui sont très rentables. Et pour lui, le média
il se valorise pas sur sa rentabilité parce que pour lui, c'est juste l'image qu'il veut. Oui, Donc, par exemple. ça se joue aussi en fonction du Oui, il potentiel y a beaucoup de acquéreur. facteurs, mais c'était, voilà, je me disais. Il y a beaucoup de si facteurs, mais jamais vous voulez racheter un média. le facteur principal, c'est. Enfin, les deux facteurs principaux à retenir, c'est EBITDA et notoriété. Et du coup, les Pépites de France sont un média qui est rentable, qui fonctionne bien, et qui a à l'époque, qui avait plus d'1,5 million d'abonnés sur Instagram, aujourd'hui qui a bien plus. Mais voilà, donc ça se valorisait effectivement aussi par rapport à ça. Et vous, c'est quoi l'intérêt de racheter ça à l'époque parce que donc vous avez des médias de débat sur toutes les plateformes, et là vous rachetez du coup un média qui s'appelle Les Pépites de France et qui parle de patrimoine culturel en France. C'est quoi le rapport? Pourquoi vous lancez là-dedans, etc. Alors il y a deux raisons. La première, c'est comme je te disais, on a envie d'être un groupe média avec cette ambition de réunir la société française. Mais réunir la société française, ça passe par plusieurs aspects. Ça passe par le débat, parce que on n'a pas tous les mêmes idées politiques. Mais ça passe aussi par qu'est-ce qu'il y a en France comme patrimoine. Qu'est-ce qu'on a en commun? Ouais, qu'est-ce qu'on a en commun en France? Bah, notre patrimoine. Et du coup, les Pépites de France permet de réunir les Français avec leur patrimoine, avec ce qui fait d'eux des Français, entre guillemets, en termes d'architecture et de paysage. Et donc, à partir de là, pour nous, ça fait sens dans l'écosystème Crayon d'avoir les Pépites de France. Parce qu'on réunit les Français avec leur patrimoine. Et avec patrimoine d'ailleurs qui peut être matériel ou immatériel, mais on réunit les Français. Et à partir de ce moment-là, ils fit complètement dans notre univers. La deuxième raison, elle est tech. Parce que les Pépites de France, c'est un média avec une application. Et cette application-là, elle fonctionne très bien, elle est bien développée. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir un regard sur ce qui se passe d'un point de vue tech en se disant, OK, on peut faire évoluer l'application, on peut voir comment ça impacte aussi notre écosystème, ce qu'on n'a pas aujourd'hui avec le Crayon Média. Donc c'était intéressant d'avoir ces deux aspects. C'est quoi le avant-après, on va dire? Donc, parce qu'avant, vous avez donc encore une fois vos chaînes et vos comptes déjà sur les réseaux. Vous avez du coup peut-être quelques stagiaires et 2-3 employés, si je comprends bien, donc avant la levée de fonds en 2023. Et d'un coup, vous vous retrouvez après avec du coup un nouveau média, enfin une nouvelle boîte en plus quoi, à gérer avec une app et tout. Ouais. Et donc là, il faut recruter, accélérer, j'imagine. Et donc c'est toi qui te charges de cette partie pour la partie média, je veux dire? Non, alors moi pour le coup on a dissocié un peu là les activités, donc c'est Valorant qui s'est pas mal occupé de la partie d'acquisition des Pépites de France, et donc de staffer aussi les Pépites de France, de se dire ok comment on arrive à avoir une équipe bien rodée, et pour ça on a recruté une directrice générale à ce moment-là, donc sur les Pépites de France, qui était chargée de chapeauter en fait toute la partie Pépites de France, organisation de la manière dont c'est structuré, la partie aussi éditoriale au quotidien, de se dire quel format on va faire, etc. Donc voilà, et ça s'est structuré comme ça. Et en fait, il y a eu au début une directrice générale et 2 personnes qui étaient là pour gérer et créer du contenu sur les Pépites de France. Qui étaient déjà là ou vous avez recruté aussi? Alors il y avait des personnes qui étaient globalement, on a recruté une nouvelle personne, et il y a une personne qui travaillait plus ou moins là, mais qui n'était pas forcément tout le temps là. Donc Et vous les avez fait comment ces recrutements? Parce que là tu dis ça comme si c'était rien, mais recruter une DG c'est déjà un truc de ouf en soi. Il y a, comme on disait en off avant de démarrer, il y a énormément de grosses chaînes, de créateurs, de créatrices et tout qui aimeraient trop avoir, on appelle ça comme on veut, mais soit un manager, un chargé de prod, etc. Enfin, en tout cas quelqu'un vraiment sur qui tu peux compter, qui est capable de gérer de A à Z en fait, toute la partie édito et prod. Ouais, en fait c'est... Comment tu recrutes quelqu'un comme ça? Nous on a toujours fonctionné beaucoup comme ça, c'est-à-dire on fonctionne beaucoup au réseau. Mais sans dire on a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut nous présenter quelqu'un ou quoi. C'est même pas dans ce sens-là, c'est plus de dire qui, dans mon cercle que je vois, qui pourrait remplir ce poste. En fait, c'est pas à partir du poste en disant il faut ça, c'est plus qui que je connais pourrait remplir ce truc-là. La mission, tu veux dire, vous partez pas de la job desk? Ok. Ouais, on se dit pas, il y a une liste, il faut que quelqu'un la remplisse, et tant que cette personne ne remplit pas cette liste, on la prend pas. Non, c'est plutôt l'inverse. On part des personnes pour essayer d'après de voir comment ça pourrait fit sur ce qu'on fait. Et à partir de là, on regarde dans notre entourage et on se dit, ok, il y a telle personne, alors elle a ce défaut-là, mais elle a cette qualité-là. Il y a telle personne, pas mal, elle remplit pas mal de critères. Là, je pense que ça sera un peu plus compliqué, mais au pire, c'est pas grave, on l'épaulera sur ça. Là, elle est parfaite et tout, machin, mais peut-être qu'elle a déjà un très bon job et tout, peut-être qu'elle risquera de demander très cher pour certains trucs. Donc, bref, et tu fais un peu ton panel comme ça de personnes. Et à partir de là, tu regardes qui est intéressé pour voilà. Mais suivant les pépites, il y avait plusieurs candidats, par exemple, pour être DG des Pépites de France. Et suivant les candidats, tous étaient très différents. Tous n'avaient pas le même. Il y avait des créateurs de contenu, il y avait des gens qui avaient bossé dans les banques, il y avait des gens qui avaient bossé, qui avaient été rédacteurs en chef de médias. Bref, tu avais différents profils différents. Et c'est de la chasse de tête que vous avez fait, ou vous avez envoyé genre
Ouais, c'est de la chasse de tête. Partout des formulaires. Ouais, parce Non, que c'est un poste aussi important, c'est de la chasse quand même. Non, c'est de la chasse. C'est complètement. C'est-à-dire qui dans notre entourage qu'on connaît Oui. est capable de faire ça. Et Julie, qui est DG des Pépites de France aujourd'hui, remplissait beaucoup des critères et du coup on l'a rencontrée. Donc on connaissait déjà. C'est une personne qui faisait partie de notre entourage qu'on connaissait et donc on a fait des entretiens, on l'a challengé sur ce dont on avait besoin là sur les Pépites de France. Elle a rempli tous les critères, donc on s'est dit c'est la bonne personne. Let's go quoi. Let's go. Parce qu'il faut se rendre compte de l'enjeu en fait. Moi j'estime dans ma carrière, on va dire pour l'instant d'entrepreneur, avoir réussi pas mal de choses, mais aussi des choses que j'ai ratées. Et parmi les choses que j'ai ratées, il y a une acquisition. Et en fait, ça passe aussi par le fait que si tu ne mets pas la bonne personne aux commandes, ça te fait foirer l'ensemble du projet, quels que soient les moyens que tu y as mis, etc. Vous avez levé 1 million. Complètement. Là, si c'était pas la bonne personne derrière, ça plantait l'ensemble du projet, potentiellement la boîte, les investisseurs et tout quoi. Donc, non, c'est sûr que faut bien choisir la personne. Donc bien joué. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, même dans les recrutements de manière générale, il faut privilégier les profils, donc évidemment qui ont les compétences, mais le principal, c'est aussi le fit avec la boîte. Le fit avec la boîte et la capacité à... Alors après, ça dépend des postes. Donc bref, mais en tout cas, le fit avec la boîte, je trouve que c'est un des trucs les plus importants. Et après, évidemment, si la personne fit avec la boîte, elle n'a pas les compétences, elle rentrera pas, fera pas le job. Mais le fit avec la boîte, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui permet aussi de se dire, OK, j'ai envie de faire en sorte que la boîte avance, qu'elle se développe, d'avancer dans le bon sens de la boîte. Et quand il n'y a pas un fit avec la boîte, même s'il y a une personne très compétente, parfois ça risque d'être compliqué et ça peut faire planter justement des boîtes. Quand tu dis un fit avec la boîte, c'est un fit avec la mission de la boîte, la vision. La mission, la vision, comme tu dis, les fondateurs aussi, parce que faut que nous on puisse s'entendre avec la personne en se disant ok, on parle la même langue, on a les mêmes aspirations, donc c'est un tout, ouais. C'est ça. Et une affinité avec le contenu aussi, j'imagine, vu que là on parle de contenu. Là, si on se met maintenant dans la peau d'un créateur ou d'une créatrice, tu vois, qui commence à bien se développer, à bien marcher, à rentrer de l'argent, etc., et avoir les moyens juste de recruter, ce serait quoi les erreurs que tu conseillerais d'éviter si jamais tu as déjà fait des erreurs de recrutement peut-être J'imagine qu'il y a forcément des collaborateurs ou collaboratrices avec qui ça s'est pas bien passé. Je sais pas si t'en as tiré des apprentissages ou pas. Pour éviter en gros, qui faut pas recruter. Ouais, les erreurs un peu de base sur les premiers recrutements, sur un peu les postes classiques que tu vas embaucher en premier, c'est-à-dire les monteurs, peut-être les gens à l'édito. En fait, il faut pas être pressé. Parfois, on a tendance à être pressé en se disant putain, là, il faut que j'avance, il faut que je recrute quelqu'un, etc. Non, en fait, il faut surtout pas être pressé. Vaut mieux passer 2-3 mois sous l'eau. Enfin, en tout cas, il vaut mieux prendre sur soi la charge de travail et se dire ok, on recrute plus tard, plutôt que de mal recruter. Donc ça, c'est déjà ne pas se presser, prendre son temps. Parce qu'un mauvais recrutement, ça peut se passer très mal. Ça crée de la dette, parce qu'on a, en fait, ça fait que la situation est pire après qu'avant le recrutement. Ouais, et pour les deux personnes, pour celui qui recrute et pour la personne qui est recrutée, ça crée une mauvaise ambiance, ça crée un mauvais climat de travail, ça crée quelque chose qui fait que la boîte n'avance pas. Bref. Donc prendre son temps. Prendre son temps, c'est le premier truc déjà, ne pas se presser. Est-ce que tu regardes les CV, typiquement ? Oui. Ah, ok. Oui, je regarde les CV. Après, moi, aujourd'hui, je m'occupe plus vraiment de la partie recrutement pur et dur des CV. On a quelqu'un en interne qui gère ça aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment là. Là, je parle des premiers recrutements où c'était avant que vous ayez. Oui, bien sûr. Oui, donc effectivement, je regarde les CV. En fait, aucun CV aujourd'hui, alors de plus en plus, mais à l'époque, en tout cas, aucun CV ne pouvait démontrer la capacité de travail dans notre domaine. En gros, pour te dire, en regardant le CV, je me disais pas telle école ou telle école, c'est sûr que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, ça m'intéressait pas, mais c'était plus les expériences qu'avaient fait les gens, ce qu'ils avaient déjà fait. Bien sûr. Ouais. Enfin, ce que je regardais très souvent, c'était les projets. Est-ce qu'ils avaient déjà fait des projets vidéo sur quoi ils avaient travaillé. Est-ce que, en fait, pour moi, c'est débile, mais par exemple, quelqu'un qui est en école, mais qui a fait aucun projet, qui a jamais rien fait en dehors des projets d'école, dans le parti montage, si on parle de montage ou de production vidéo, je suis un peu en mode, j'aimerais bien voir, tu vois, ce que tu as fait. Alors, parfois, il y a des projets d'école qui sont très cool aussi, mais j'aimerais bien voir ce que tu as produit et tout. Si tu as juste suivi des cours, je suis en mode, bon, ok, mais j'ai besoin de voir. En gros, ce que je vais regarder, c'est, nous, on fonctionne beaucoup par étude de cas. Donc, on va te donner un sujet et tu vas devoir travailler dessus. Ça, c'est un bon conseil, typiquement. Ouais, exactement. Ouais. Il y a beaucoup de créateurs qui font pas ça du tout. C'est salut, envoyez-moi un DM, je regarde un peu, je prends au pif. Non. Pas au pif. Mais... En gros, si je te fais le meilleur cas de recrutement qu'il faut faire idéalement, ce qu'on n'a pas su respecter. Voilà. Le playbook Antonin. Ouais, le playbook, c'est envoie-moi ton CV, c'est l'aide de motivation classique, on va dire. Après, tu peux le faire vidéo, c'est encore mieux si c'est vidéo. Une fois que la personne, on reçoit les CV, les trucs machin, on essaie de regarder un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, leur année d'expérience. Ok, est-ce qu'ils savent faire des trucs plus ou moins ? Ok, ceux qui savent plus ou moins faire des trucs, on fait un entretien, juste voir comment ça se passe. Cet entretien, dedans, on met une étude de cas, donc dans laquelle on prévoit de faire un montage vidéo. Par exemple, si vous avez besoin d'un monteur vidéo, vous faites un montage vidéo et vous voyez ce qu'il est capable de faire. L'idée, c'est pas de juger sur exactement ça correspond ou pas à ce que vous voulez, mais de voir si la personne elle a ajouté des trucs en plus par rapport à ce que vous avez mis.
si elle s'est démarquée d'une manière ou d'une autre, si en fait vous vous dites ah ça j'aurais pas fait ça comme ça, mais en fait ça c'est intéressant. C'est la rapidité d'exécution. Bref, tout plein de paramètres. Et à partir de l'étude de cas, se dire ok, là ça c'est un profil que je veux ou pas. Et là, à partir de ce moment, seulement à partir de ce moment-là, est-ce que ça fit? Est-ce que ça fit ou pas avec mon état d'esprit, avec la mission de la boîte, etc. Ouais, la mission. Est-ce que en gros ça va me saouler de parler avec cette personne au quotidien, ou est-ce que je sens qu'on se comprend bien, on parle le même langage et que ça va se faire bien. Et si tous les critères sont remplis, bah on peut recruter la personne. Très clair. Donc là, vous avez les conseils pour ceux qui voudraient peut-être faire leurs premières embauches, soit de monteurs, mais c'est la même chose, je sais pas, pour des auteurs, ouais, des agents, enfin n'importe quel type de recrutement que vous cherchez à faire. Et du coup, pour ceux qui cherchent à travailler pour des créateurs ou des boîtes comme Le Crayon, pareil, ça vous donne un ordre d'idée des choses auxquelles faire attention quand vous postulez en fait aux appels d'offres, parce qu'il y en a régulièrement. Et en fait, j'aime bien poser la question. Et en fait, ça semble obvious ce qu'on dit là, mais moi, du coup, avec mon agence de montage, par exemple, vu qu'on recrute souvent des monteurs, et probablement que vous l'observez aussi, même si c'est plus toi aujourd'hui qui gère cette partie, c'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent. En fait, c'est effectivement des gens pas rigoureux, des gens qui vont faire le strict minimum, ou alors, et ça je sais qu'on en parle même régulièrement, mais qui vont se concentrer uniquement sur la technique, par exemple dans le cas d'un montage, et qui est un poste extrêmement important, tu vois, quand on a une chaîne ou un média en tout cas sur les réseaux, c'est un peu l'intelligence, on va dire, tu vois, de montage, et le fait de pas savoir juste bien gérer son logiciel, tu vois, ou d'avoir une bonne machine. Parce que j'imagine que tu as énormément de CV ou de gens très compétents qui ont même parfois bossé sur des chaînes énormes, enfin bien plus avancées que Le Crayon, mais qui sont horribles en fait sur un édito comme celui du Crayon. Bah en fait c'est ça, c'est que nous il y a l'affinité avec le contenu et la niche. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est que suivant la chaîne sur laquelle la personne va travailler, suivant le contenu qu'il va faire, il faut avoir des connaissances dans le contenu. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du monteur, mais même de manière générale, c'est bien si la personne, c'est conseillé d'être assez polyvalent. Mais polyvalent dans le sens où il faut savoir tout faire. Mais polyvalent dans le sens où il faut, quand on fait un montage vidéo du Crayon, il faut savoir connaître les enjeux de société et politique, parce qu'en fait quand la personne va dire quelque chose, il faut savoir quand cutter au bon moment, pas juste ou illustrer ou se dire ou connaître quand il y a des sujets sensibles ou pas. Si la personne n'a pas une bonne culture générale sur les sujets politiques ou sociétals, c'est compliqué de savoir ce qui est touchy ou ce qui est pas touchy, sur les sujets auxquels la loi nous dit il faut pas faire ça ou ça. Bref. Dans le cas du Crayon. Là je parle du Crayon, mais mais dans la même manière que Sylvain sur sa chaîne où il parle de voiture, c'est bien. Exactement. Un mec qui parle de foot, si en fait le monteur il a aucune connaissance dans le foot, peut-être c'est plus compliqué aussi, tu vois, c'est plus galère. Bon, ça semble obvious, mais encore une fois, vu qu'il y a énormément de gens qui perdent du temps à postuler sans avoir ces bases là, ça fait perdre du temps à tout le monde, donc il faut se concentrer. Ouais, complètement. Et après, je pense aussi c'est une question de taille de structure, parce que je pense que plus la structure est grosse, moins il y a besoin de spécificité, mais en même temps, moins le travail qui va être fait dedans va être épanouissant pour la personne aussi, parce qu'on va se dire, on a besoin des rushs juste 5 minutes, et on voit au gars qui, bref, il y a une sorte de... C'est plus spécialisé. C'est plus spécialisé, donc il y a moins de... Je pense qu'on s'amuse moins aussi dans ces trucs-là, mais il y a moins besoin d'être spécialisé. Mais pour des boîtes comme nous, qui sommes assez petites, mine de rien, il y a besoin d'être polyvalent et de bien connaître ces sujets, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous embauchez d'ailleurs, si jamais tu as un appel au recrutement? Oui, on embauche. Sur quel rôle? On mettra tout en description, évidemment. Ouais, bien sûr. Les liens. Donc sur la partie média, tu parles? Ouais, même les autres d'ailleurs, mais surtout sur la partie média. Sur la partie média, on cherche donc un journaliste pour Le Crayon. Donc là, c'est être capable de faire des trames et des contenus sur les réseaux sociaux. Et on cherche, donc c'est journaliste qui est capable de monter ses sujets, quoi. Et on cherche aussi une ou un chargé de projet. Donc là, globalement, c'est gérer les partenariats commerciaux qu'on a avec des entreprises. Donc juste dire, ok, telle entreprise veut un tel contenu sur les réseaux. Comment on gère de A à Z le fait que le contenu soit produit sur les réseaux, globalement. Donc voilà. Très clair. Donc voilà, si vous en ouvrez d'autres d'ici à ce que ça sorte, le lien, j'imagine que vous avez une page dédiée avec. Ouais, on a une page dédiée. En description. Je t'enverrai ça. J'aimerais bien qu'on parle aussi, pareil maintenant, pour peut-être, je sais pas, des gens qui nous écoutent, qui commencent à recruter, à s'étoffer en termes d'équipe. Comment ton rôle a évolué? Donc on a beaucoup parlé du début où tu étais vraiment dans une chambre à tout faire toi-même au four au moulin. Là aujourd'hui c'est très différent, donc là tu en es au stade encore au-dessus, c'est-à-dire que tu as même des RH on va dire qui vont s'occuper de cette partie recrutement et tout. Mais aujourd'hui c'est quoi ton rôle du coup sur la partie média du Crayon? C'est d'être le dimanche à faire un podcast avec Adam. Non. Oh non.
Non, mon rôle aujourd'hui... C'est la réussite ultime, hein, finalement, mais bon. Voilà. Mon rôle, c'est de chapeauter la ligne éditoriale des médias et principalement du Crayon aujourd'hui. De fixer la vision du média, de fixer les grandes lignes éditoriales et de gérer aussi la partie commerciale parce qu'elle est encore en structuration aussi, de se dire ok, quel partenariat on fait, comment on les fait, dans quel cadre, etc. Donc aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de ça. Donc voilà principalement mon rôle aujourd'hui. Très clair. Et vous avez, t'as mis en place des routines justement avec l'équipe. T'as combien de personnes dans la partie contenu, tout poste confondu aujourd'hui, qui travaillent sur les Pépites de France plus le Crayon? On est globalement entre 11 et 12. Une grosse dizaine. Et donc, c'est quoi les routines? Est-ce qu'il y a des choses que tu as testées qui n'ont pas très bien marché? Parce que du coup, vous avez des locaux, mais peut-être que vous avez des collaborateurs en remote. Là, je vais un peu deep, mais c'est intéressant parce que... Ouais, bien sûr. Donc, on a des locaux. On a des locaux. On a les 2 médias et l'agence qui est aussi dans ce local. On a des studios, du coup, au même endroit. Alors, on a délégué, nous, toute la partie post-production. Donc, tout ce qui est montage, notamment YouTube. Pas des réseaux sociaux, mais tout ce qui est montage YouTube. Externalisé, tu vois. Ouais, exactement. On l'a externalisé. Donc voilà, il y a toute cette partie-là qui est gérée par une boîte de prod. Mais sinon, tout est internalisé. Et du coup, est-ce que vous avez... t'as une routine, par exemple, je sais pas, juste le lundi, par exemple, tu sais que tu as un meeting... en gros, comment est-ce que tu gères? Parce que moi, pareil, une problématique que j'observe souvent et que me partagent souvent des créateurs qui viennent ici, c'est que c'est difficile de garder des gens sérieux sur la durée ou c'est qu'ils vont pas dévier, on va dire, d'éviter d'avoir à micromanager les gens. En fait, il faut... Ce qui en soi est pas gênant, entre guillemets, quand tu as 1 ou 2 personnes parce que tu leur parles tout le temps et tout, mais quand tu as 12 personnes, tu peux pas passer tes journées à parler, à vérifier le travail de... Ouais. Est-ce que tu as mis en place des routines? Non, alors moi, en gros, comment c'est structuré, c'est que moi, je ne parle quasiment, je parle évidemment à toute l'équipe, mais il y a une seule personne avec qui j'échange sur l'avancée du média, la vision, comment on fait ça, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Et cette personne-là, donc c'est Mathilde, qui, elle, va chapeauter toutes les personnes du média. Donc moi, je ne vais pas micromanager chaque personne. C'est vraiment Mathilde qui va fixer les objectifs, dire ok, là, on va avancer là-dessus, comme ça, etc. Donc moi, en fait, je déléguais toute cette partie-là et c'est comme ça qu'on fonctionne au Crayon. Tous les fondateurs, on a aujourd'hui, il y a des vous avez personnes, -1, quoi. Ouais, on a des personnes qui gèrent chacune des parties du groupe. Et en réalité aussi, je pense qu'un des sujets principaux à avoir en tête, c'est la confiance. En vrai, c'est con, mais juste faire confiance aux gens qu'on embauche. Juste se dire, on les a embauchés, on leur donne une mission. C'est dur de déléguer, c'est dur de lâcher les rênes, mais en fait, il faut accepter que d'autres personnes vont gérer. Sinon, ça sert à rien d'embaucher, en fait, tu vois. Donc, juste faire confiance. Et parfois, ce sera pas parfait. Parfois, ça correspondra pas à ce qu'on a en tête. Ce sera jamais fait exactement de la même manière. Ça sera exactement jamais fait de la même manière. Mais en fait, c'est la seule manière pour que ça avance et pour que ça continue de se développer, c'est de déléguer et de faire confiance. Et je pense que c'est en vrai un des principaux problèmes aussi de beaucoup de gens qui embauchent et qui ont des gens sous leur responsabilité, c'est de déléguer et d'accepter de déléguer. Et d'accepter de faire confiance et de dire vas-y, je te laisse faire. Et c'est pas évident, tu vois, au début tu vois des trucs, t'es en mode oh non, je voulais pas que ce soit comme ça, non. Mais en fait, ça permet de responsabiliser aussi les personnes qui travaillent avec toi et de leur dire en fait, tu vois, je vais pas te dire t'as fait un post, ça correspondait pas à ce que j'avais en tête, je te le dis là, ça correspond pas à ce que j'avais en tête. Tu l'as fait, maintenant le prochain, il faut pas que ce soit comme ça. Et la personne, elle sait que c'est sa responsabilité de poster bien comme il faut et de se dire là, je veux que ça corresponde aussi parce que je comprends que ça marche mieux comme ça et qu'il y aura personne pour me sauver. Tu vois, souvent, t'as ce truc qui est terrible dans le micromanagement. Ouais, de la dilution de la responsabilité un peu. De se dire, imaginons que tu travailles pour moi, je te dis, tu dois me faire un post à 18h et parce que tu sais que je vais contrôler le truc, tu m'envoies le post et en fait, toi-même, t'as même pas fait l'effort de comment dire, les détails, d'ajouter les détails. Et moi, tu sais qu'à chaque fois, tu vas me l'envoyer, je vais dire non, là, ça va pas, et c'est bon, je peux faire. Et toi, t'es en mode, j'ai délégué ma propre responsabilité qu'on m'avait donnée, je l'ai remis au-dessus. Ouais. Alors que non, tu vois, t'es en mode, je te dis, poste à 18h. C'est vrai que c'est le truc le plus courant qui arrive, et c'est très vrai dans le montage, c'est très vrai sur tous les postes, dans la création. Ouais, mais après, je mets quand même des parenthèses là-dessus. C'est, je sais pas comment dire, mais des guillemets, quoi. Ouais. Des guillemets là-dessus, je sais pas, je mets le truc en mode, attention, parce qu'effectivement, je parle en étant média désincarné, donc c'est pas non plus ma tête qui est en jeu du truc. Quand on est un créateur de contenu, que la chaîne dépend de sa tête, je peux comprendre qu'on a tendance à se dire non, là, quand même. Contrôle fric. Ouais, qu'il faut quand même qu'on machin et tout. Mais la contrepartie à avoir, c'est que du coup, tu peux moins déléguer. Et j'ai même des gros créateurs. Tu as raison, dans tous les cas, et que ce que tu dis s'applique. C'est juste peut-être plus dur, effectivement, quand c'est toi. C'est plus dur et peut-être qu'on n'a pas envie de le faire. Aussi, je peux comprendre, mais il y a des gros créateurs aujourd'hui qui se disent non, je vais encore continuer d'avoir mon mot à dire sur le dernier point du montage d'un minute. Chacun sa vision après là-dessus, mais en tout cas, voilà. Vous embauchez quand même beaucoup en CDI dans la mesure du possible, j'ai l'impression. Enfin, vous avez votre noyau dur
sur cette quarantaine de personnes quasiment dont on parlait, Ouais. c'est ça. Vous avez aussi pas mal de freelances avec qui vous travaillez, mais est-ce que tu observes que les talents, on va dire, d'aujourd'hui, peut-être restent pas très longtemps ou au contraire vont s'attacher, on va dire, au crayon? Enfin, j'ai vu que ça fait plusieurs années que vous êtes là. Est-ce que vous avez un gros turnover ou est-ce que ça vaut le coup justement de passer du temps à former des collaborateurs comme ça qui vont rester potentiellement des années? Ou est-ce que ça dépend? Enfin, en gros, est-ce qu'il n'y a pas de tendance particulière? Non, il n'y a pas de tendance particulière. Ok. Ça dépend des profils aussi. Ça dépend des gens qui. Il y a des gens qui ont envie de tester plein de trucs. Tu as des profils qui sont plus freelance aussi, qui ont envie de voir un peu ce qui se passe dans l'écosystème, et je le comprends totalement. Mais tu as des profils aussi qui ont envie de construire sur le long terme avec nous et qui restent et qui sont là depuis plusieurs années maintenant. Donc, il n'y a pas de tendance particulière. Ok. Ça dépend en fait, j'aurais tendance à dire que ça dépend des profils. Je verrais pas de tendance aujourd'hui générationnelle. Alors, je crois qu'on observe que notre génération elle est plus flexible et qu'elle bouge beaucoup plus d'entreprises. Mais j'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup du caractère et de la manière dont la personne se projette dans l'entreprise dans laquelle elle arrive. Donc, non, j'ai pas de tendance particulière. Très clair. Tu nous as dit en préparant l'épisode que tu voyais souvent des jeunes qui sont ultra motivés, mais peut-être mal orientés. Des jeunes qui sont justement ultra motivés pour travailler, mettons, avec le crayon, Ouais. sur la chaîne YouTube, sur le compte Insta, etc. Mais qui sont un peu à côté de la plaque, entre guillemets. Sur quoi? Sur leurs compétences? C'est-à-dire qu'ils sont mal orientés dans quel sens? Ouais, bah je pense que de toute façon, peut-être du coup, moins aujourd'hui, tu les vois moins passer, mais je veux dire, en tout cas, tous les jeunes qui font des candidatures spontanées pour Oui, travailler ok. avec vous, mais tu vois, qui sont absolument pas au niveau, mais genre à des années-lumière, tu vois. Ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour le réaliser? Par où est-ce qu'ils commencent pour, si jamais leur rêve c'est de travailler sur une chaîne YouTube qu'ils aiment bien, que ce soit le crayon ou d'autres? Il faut qu'elle soit motivée, qu'elle connaisse nos émissions et qu'elle partage notre vision de ce qu'on veut faire. Et après, j'ai envie de dire, une personne qui est motivée, qui connaît, comme je disais, qui a la culture sociétale, politique sur le crayon, qui est motivée, j'ai peut-être déjà dit, mais qui Qui est motivé. ouais, qui est très motivé du coup. Non, mais en gros, même qui a pas forcément les compétences particulières, bah on peut voir si pour la former, où est-ce qu'on peut avancer avec elle, etc. Et comme je le disais, en fait, le fit et la vision, le partage de la vision, ça reste aussi quelque chose de très important. Et il y a des gens, enfin, tu vois, Mathilde, elle est arrivée, elle faisait du montage. Aujourd'hui, elle gère une équipe sur le média, enfin, celle qui gère l'équipe du crayon. Donc, il y a beaucoup de mobilité aussi au sein du crayon et rien n'est figé dans la manière dont on fait. Donc, il ne faut pas se cantonner à se dire, OK, je veux faire ce job ou ce poste ou quoi. Évidemment, il y a des gens qui sont spécialisés et spécifiques. Là, c'est des gens qui sont très compétents. Mais si on est jeune et qu'on commence un peu, on ne sait pas trop. Juste déjà, si tu connais ce qu'on fait, si tu sais ce qu'on fait, bah, on peut voir après comment on peut faire. On va avancer ensemble. Moi, je dirais de prendre le temps de vraiment se renseigner sur l'entité avec laquelle on essaie de travailler et de montrer ça. Ouais. Parce qu'il y a tellement de gens qui envoient encore des candidatures spontanées, mais en mode juste salut, je rêve de travailler pour une chaîne YouTube et la vôtre est cool, embauchez-moi, tu vois. Et en gros, c'est ça qu'il faut éviter quand Moi, il y a poste rien qui me retient plus dans un mail ou dans un truc. Mais d'ailleurs, c'est tout con. Hein. Je conseille de la lecture de comment ça s'appelle Votre Empire dans un sac à dos. Je sais pas si tu connais. Tu l'as peut-être lu. de Stan Leloup. De Stan Leloup, ouais, Ouais. exactement. Je l'ai pas lu encore. Bah, moi, j'ai lu c'est partie les- des 15 livres que j'ai achetés que j'ai pas encore lu. Et ben, j'ai lu les 5 premières pages seulement. Mais Ah, ok. déjà, les 5 C'est plus premières que pages moi. suffit. Ouais, mais déjà, avec 5 pages, déjà, c'est un truc que je peux citer très souvent. En gros, il prend l'exemple d'un gars qui a inventé, qui est considéré comme l'inventeur du copywriting. Et qui, en gros, je vais pas faire toute l'histoire, mais qui, globalement, a réussi à débloquer ce truc de qu'est-ce qui fait que les gens restent quand on leur parle, quand on leur écrit une lettre. Donc quand on écrit un texte un peu long, qu'est-ce qui fait que les gens restent et sont captivés? Et en fait, un des premiers trucs qui fait que les gens sont captivés, c'est quand tu leur parles d'eux. Parce que les gens adorent qu'on leur parle d'eux. Et donc quand tu les flattes, quand tu leur dis waouh, ce que vous faites, c'est incroyable, vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes vraiment génial. Bah ça, psychologiquement, même si on sait que globalement tu me dragues, bah en fait, ça marche. Et quelqu'un qui commence son mail ou son message Insta ou peu importe, la manière dont il me contacte par j'aime beaucoup ce que tu fais. Là, à ce moment-là, vous avez fait un truc, ce truc-là, et ça a changé ma vision de machin, de truc. Bref, ça titille l'ego et t'es en mode intéressant. Et en même temps, si c'est sincère, c'est hyper intéressant pour moi parce que je suis en mode putain, quelqu'un qui connaît vraiment ce qu'on fait, il peut être méga pertinent sur un sujet. Ouais. Donc voilà. Le mélange de ça, plus effectivement des suggestions, des critiques constructives qui peuvent glisser dedans, là, c'est le meilleur. Bah oui, message parce à que du coup, recevoir. ça prouve la sincérité Bien de sûr. ce que t'as dit au départ, tu vois. Pareil, question un peu adjacente, mais un peu liée quand même, c'est est-ce que tu penses que les écoles préparent aujourd'hui à ces métiers-là? Donc, et je sais que tu as un sujet en cours sur ça, je sais pas si tu veux en parler. ou Ouais, pas. ouais, on peut en parler. Mais aujourd'hui, je pense que non, il y a un décalage vraiment fou entre ce qui se passe et les écoles. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'anime un programme dans une école de journalisme, là, aujourd'hui, pour justement former les futurs journalistes au sujet des enjeux sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je me dis pas, moi, il y a telle école qui a fait, je sais qu'il a fait mon programme, je vais faire venir tel gars. Il y a rien de mieux que la pratique
le fait d'être sur les réseaux, de pratiquer, de créer du contenu pour comprendre ce que c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que tant que tu t'es pas frotté à l'algorithme et à la violence que c'est, tu ne comprendras pas vraiment ce que c'est de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Donc déjà, il y a un premier truc, c'est qu'une école, elle peut pas te former à ça, ou alors il faut qu'elle te fasse de la pratique constante, ce que j'essaie de faire aujourd'hui. En vrai, il y a un vrai décalage. Enfin, je vois dans les écoles de journalisme, la majorité, déjà, il n'y avait pas d'enseignement des réseaux sociaux, et on enseigne encore à comment faire du journalisme à la télé. Est-ce qu'on sait combien de journalistes dans les écoles vont faire de la télé ? Enfin, très peu, en réalité. Et même, on enseigne encore à faire du journalisme écrit. Alors, c'est bien de faire des papiers, c'est bien de trucs. Il y a des très bons... Moi, je lis encore des journaux papier quand il y a des belles analyses et des bons trucs. Mais je suis pas convaincu que c'est ça ce que des médias digitaux attendent aussi derrière. Il faut une formation journalistique pour les médias. Là, je parle pour les médias... en termes vraiment en termes journalistiques, mais il faut une formation journalistique exigeante et professionnelle, mais il faut aussi pouvoir s'adapter aux réseaux sociaux et à ce qu'il y a aujourd'hui sur les plateformes. Ouais, une sorte de savoir ce que c'est une bonne accroche sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas la même que quand tu écris un article, rien à voir. Et ça, il faut le connaître, il faut le savoir. Et aujourd'hui, je pense que les meilleurs créateurs de contenu journalistique, c'est des gens qui ont pratiqué, qui passent du temps sur les réseaux sociaux, qui analysent ça. Pas des gens qui ont fait des heures dans leur école de journalisme à savoir ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, même le journalisme, de manière générale, s'apprend aussi beaucoup sur le terrain. Ça a toujours été le cas et beaucoup de journalistes de renom l'ont toujours dit. Donc ça, c'est un truc de toute manière qui ne change pas avec le temps. Et dernier truc, je pense qu'il y a aussi un sujet de rigueur journalistique aujourd'hui. Donc là, je l'éloigne un peu des réseaux sociaux, mais pour vraiment être sur la partie journalistique, mais il y a un sujet vraiment de rigueur. Moi, j'ai fait des maths, donc des sciences, et quand tu dois démontrer un théorème, il faut être rigoureux. Il faut savoir que ligne après ligne, c'est pas évident, quoi. Et parfois, même les choses les plus évidentes en maths sont parfois les choses les plus difficiles à démontrer. Et parfois, les choses que tu penses évidentes, en fait, sont pas vraies. Donc, il n'y a pas d'évidence. Et parfois, quand tu lis, quand tu regardes certaines choses, certains travaux journalistiques, alors c'est une minorité, hein, la majorité font du très bon travail, mais quand tu lis certains travaux, tu te dis, ça manque de rigueur quand même, là. Enfin, il y a beaucoup d'évidences qui sont mises à nu comme ça, mais qui sont peut-être pas évidentes pour moi. J'aimerais bien qu'on me démontre ça. Enfin, ça mériterait d'avoir une formation type scientifique, un apprentissage du raisonnement scientifique dans les écoles aussi de journalisme. Et ça, je pense que ce serait méga utile, mais là, c'est pour le journalisme au sens très large. Pas que sur les réseaux sociaux. Pas que sur les réseaux sociaux. Oui. Et je conseillerais, et si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut être journaliste demain sur les réseaux, c'est de pratiquer. Frottez-vous à la difficulté de créer un compte et de raconter votre life, de dire en gros, de faire du contenu journalistique, faites du contenu que vous voulez, mais postez-le, frottez-vous à l'algorithme. Enfin, aujourd'hui, dans tous les recrutements que j'ai pu avoir, ceux que je valorise, c'est ceux qui ont fait. Parce qu'on parle le même langage, en fait. On sait ce que c'est de poster un truc et de faire 200 vues. Quelqu'un qui l'a jamais fait et qui théoriquement connaît les trucs, en fait, on parle pas le même langage. Ouais, il va y avoir une perte de temps instantanée, de phase d'apprentissage très longue et tout, quoi. Ouais. Exactement. Mais du coup, la question logique qui vient après ça, c'est comment t'évites le biais, justement, sur les algorithmes. T'as cet enjeu de performance, de distribution du contenu. Ouais. Comment tu gères ce biais-là pour pas tomber dans justement l'ultra la radicalité, le fait d'être clivant radical, en tout cas d'aller prioriser. Comment tu gères le curseur il faut faire des stats, il faut bien distribuer, il faut hook les gens, bien sûr. Justement, c'est les AP et en même temps donner une info qui est objective, peut-être transparente, etc. Mais justement, je pense que si tu connais pas l'algorithme, et si tu sais pas comment il fonctionne, si tu comprends pas les outils de viralité, tu pourras jamais, tu auras tendance, à maximiser les contenus radicaux, parce que ce sera la facilité. Tu comprendras pas très bien, donc tu diras ça va marcher, c'est sûr de toute façon. Et ça marchera, mais ça sera un contenu radical qui sera pas forcément très objectif, pas très scientifiquement prouvé sur certains aspects, mais il sera radical, il fonctionnera. Ce qui est valable en dehors des réseaux d'ailleurs, quelque chose de radical, quel que soit le médium utilisé. Un gros titre. Les réseaux ont tendance à vouloir amplifier les phénomènes de radicalité, hein, mais complètement. Alors que si tu sais ce qui fonctionne bien, si tu sais comment attiser l'attention, tu deviens un professionnel de l'attention. Et c'est pour ça que je lis d'ailleurs ça au marketing et que la communication marketing a toujours été un peu liée d'ailleurs au journalisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour un journaliste d'avoir ces connaissances-là, pas pour les appliquer, être un affreux marketeur et manipuler l'opinion publique, mais pour connaître les codes et les utiliser à bon escient. Et si on ne connaît pas ces codes et qu'on se refuse, qu'on ferme les œillères en mode non, moi je fais que du travail objectif, journalistique, bien et tout, je sais pas pourquoi je fais cet accent là, mais bref, je fais du travail objectif, journalistique, en fait c'est passer à côté de ce qui fonctionne et ce que les gens vont voir. Et pour moi, l'excellent créateur de contenu journalistique aujourd'hui, c'est quelqu'un qui exploite les mécanismes d'attention pour en faire quelque chose de positif. Un très bon exemple de ça, l'Esprit Critique, qui utilise les mécanismes de viralité, qui a plus d'1 million d'abonnés, fait une vidéo par semaine, pour te dire, alors qu'on conseille à tout le monde, même Insta conseille de faire une vidéo par jour, ou sinon, 5 vidéos par semaine. Lui, il fait une vidéo par semaine, il a plus d'1 million d'abonnés. Son contenu,
est rigoureux à la lettre, et pourtant, il est ultra viral. Donc, juste, tu vois, c'est pas... C'est un phénomène, ouais, quand même. Ouais, mais parce qu'il a... Alors, ceci est un exemple, et il est assez unique, mais il y en a d'autres. Et c'est juste, faut bien connaître les techniques et la manière de faire, c'est un savoir-faire, ça s'apprend, pour après faire du bien et du bon travail journalistique. Mais si tu connais rien, c'est sûr que tu vas faire de la merde. C'est sûr. Et c'est sûr que tu vas faire du contenu radical, alors même que à la base, tu te définis comme un super journaliste qui fait des trucs trop bien et tout. Mais en fait, si tu comprends pas les réseaux sociaux, tu feras de la merde. Et tu vas être un mauvais journaliste. Tu vois Ouais, je comprends très bien. Voilà. Et là, en plus, tu le décris par le prisme, effectivement, du journalisme. Mais la même chose est très vraie dans le métier de monteur vidéo, par exemple, sur YouTube ou même les autres plateformes. Et moi, le nombre de... Enfin, je crois que c'est jamais arrivé que je reçoive une candidature de quelqu'un qui sort d'un BTS audiovisuel ou montage vidéo, etc. et qui soit bon, en fait. Enfin, qui sorte une bonne vidéo YouTube à son premier essai. Ouais, bien sûr. En fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux maîtriser la technique. Donc soit du journalisme, soit du montage vidéo, dans mon cas, qu'on a bien sûr. une expérience un peu plus différente. Mais ça n'arrive jamais. Et très souvent, des jeunes, des débutants, on va dire, qui apprennent en autodidacte, mais qui ont pratiqué, comme tu l'as dit, sont 1000 fois plus valuable, tu vois. Bien sûr. Et ont des résultats 1000 fois meilleurs qu'un mec qui a fait genre 4 ans d'études audiovisuelles et qui a déjà monté des courts-métrages, mais qui a jamais fait une vidéo YouTube de sa vie. Ouais, et en fait, aujourd'hui, moi, je préfère quelqu'un qui connaît les codes des réseaux sociaux et à qui je vais pouvoir apprendre le journalisme que même l'inverse. Pareil. Les deux se font, mais je préfère, tu vois, les deux. Parce que c'est quelque chose qui se pratique, encore une fois. Voilà, c'est une question de pratique qu'il faut faire et qui se fait pas dans les écoles, quoi, tout simplement. Et il y a certains domaines de métier où les études sont plus que nécessaires. Moi, j'ai fait des maths et tu peux pas, à moins d'être un génie, faire des maths en dehors du cursus scolaire, c'est compliqué. Il y a d'autres métiers qui se pratiquent. Les métiers dont on parle, nous, et qu'on côtoie, bah, c'est avant tout de la pratique. 100% d'accord. J'ai des petites questions pour toi par rapport justement à ton rôle actuel. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens plus créateur de contenu ou chef d'entreprise ? C'est mon dilemme que de dire non, mais aujourd'hui je suis plus chef d'entreprise quand même. Je me définis comme un entrepreneur et créateur de contenu journalistique. En gros, c'est un peu ma définition aujourd'hui, entrepreneur et créateur de contenu journalistique. On a parlé avant du fait de déléguer, de faire confiance, etc. Mais est-ce que quand on gère autant de monde que vous aujourd'hui au Crayon et que toi, est-ce qu'on doute encore ? T'as déjà parlé du fait que tu avais un syndrome de l'imposteur et tout, etc. Est-ce que tu doutes parfois de là Tous les jours. Mais t'es jamais sûr de la trajectoire dans laquelle tu vas, mais tu y vas parce qu'il faut choisir une trajectoire. Enfin, en fait, l'image, c'est t'es dans la forêt. Il n'y a aucune piste valable, tu sais pas laquelle faut aller, mais tu as genre 35 personnes derrière toi et ils disent bah on va où ? Et t'es en mode là-bas. Je sais exactement, on y va. Alors ça se passe pas vraiment comme ça, parce que tu as des indices quand même. Tu dis ok, je veux cette stratégie, je vois que là-bas il y a un bel arbre, je vois il y a un beau truc, un machin. Là-bas il y a une falaise. Voilà, alors que là-bas je vois la falaise, j'ai peut-être pas envie d'y aller, donc j'y vais. Mais sur le chemin, tu sais pas ce que tu vas rencontrer, tu sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'en fait c'est un mirage que tu as vu et que c'est pas exactement ce que tu prévoyais. Plein d'incertitudes comme ça, tu sais pas, mais donc au quotidien, quand tu avances, prendre cette image de la forêt, quand tu avances à chaque fois, tu sais pas si tu vas tomber sur une araignée, tu sais pas si y a un serpent qui se cache dans les feuillages, tu sais pas si en fait il y a une oasis trop cool et tu vas dire en fait je vais me poser là pendant plusieurs années parce qu'elle est trop cool cette oasis et j'ai pas besoin d'aller tout là-bas. En fait, c'est assez incertain, donc forcément tu te poses des questions tous les jours et tu te dis est-ce que je vais dans la bonne direction en fait. Mais tu le subis ça du coup ou pas ? Je le subis pas, mais Enfin, tu le subis, je veux dire, en tout cas ça te travaille. Ouais, je pense que n'importe qui est concerné dans son projet est travaillé par ça. Même des gros, aujourd'hui, je pense qu'un Squeezie, là, il fait le GP Explorer aujourd'hui, je pense qu'un Squeezie, ce matin, s'est levé en se disant est-ce que je fais bien de faire le GP, tu vois ? Est-ce que j'ai raison de le faire ? Je pense en vrai. Je pense que ça va bien se passer, etc. Et c'est sain, tu vois. C'est sain de dire ça parce que t'es jamais vraiment sûr de ce que tu fais. Parce que sinon tu serais un mec complètement génial et tout. Bref, non, c'est pas le cas, c'est normal, tu vois, tu te trompes. Et enfin, tu vois, n'importe quel projet a des critiques et tout le monde n'a pas envie d'avancer avec toi aussi sur certains trucs. Donc, en fonction aussi, tu tempères et tu modères ce genre de choses. Donc, je pense que c'est normal et c'est sain de se dire de jamais être sûr à 100% dans le sens dans lequel tu vas avancer. J'ai une question, la gratos, pour la fin. Vas-y. Il y a certaines personnes qui disent que le crayon penche à droite. Ou qu'il y a une influence à travers des investisseurs comme Pierre-Edouard Sterrin. Ouais. Qu'en penses-tu ? Alors après, tu as avoué toi-même en intro d'épisode que tu étais dans une boucle algorithmique qui penchait très à droite. Et que moi, non, c'est un exemple, c'est terrible de faire ça. Là, c'est terrible de faire ça. On va mettre le clip juste avant et puis... Non, c'est terrible de faire ça. Non, mais en vrai c'est quelque chose que certaines personnes disent. Donc là, voilà, on a étayé pendant un moment la mission du crayon, etc. Mais donc, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là ? Je réponds que c'est faux. Qu'on ne penche ni à droite ni à gauche. Évidemment qu'un média, il dépend de ceux qui le font et qu'il est jamais neutre. Se dire neutre, on peut pas se dire neutre. En revanche, nous, on a toujours privilégié de donner la parole à
un maximum de gens, qui soient de bord politique de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et de faire ce choix-là, ça peut se dire, tout le monde n'aurait pas fait ce choix-là. Mais nous, on a fait le choix de vouloir donner la parole à tous ceux qui font partie de l'expression publique. De manière générale, et tout ce qui sort du cadre de la loi, nous, évidemment, on les reçoit pas. Mais voilà. Et donc, en fait, on reçoit beaucoup de gens donc, politisés, mais il y a des gens aussi de la société civile, de la société de manière générale, qu'on reçoit, qu'il n'y a pas de biais politique particulièrement, et la majorité de notre contenu, c'est ce contenu-là. Et effectivement, on peut regarder certains contenus en se disant là, ils ont reçu telle personne ou telle personne, et nous juger que sur un contenu. Mais une grille éditoriale, ça se juge sur aussi l'intégralité de ce qu'on fait, et la majorité de ce qu'on fait, c'est pas du contenu même politique, c'est du contenu vraiment sociétal aussi. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Et nous, on n'a jamais voulu mettre en avant plus une idéologie ou une autre. On a toujours voulu que tout le monde se sente à l'aise de parler chez nous pour justement réunir et dire oui, ça existe, il y a ces gens-là, discutez, échangez, regardez-vous en face en fait. Il y a notre objectif, moi je poursuis toujours cet objectif en me disant, je pense à une citation, un texte de Victor Hugo dans Choses vues. Victor Hugo, je te conseille la lecture de Choses vues, c'est hyper intéressant. Ça décrit un peu la société du 19e, fin du 19e siècle, où il raconte un peu sa vie, quoi, dans Paris, notamment. Et à un moment donné, où il se balade dans Paris, et il voit un mendiant qui se fait arrêter par les gendarmes parce que il est là et que les gendarmes, en gros, ça les saoule. Il n'y a même pas trop de raison de pourquoi il l'arrête. Et il l'arrête et il le met un peu sur le côté. Et là, il voit un carrosse avec une femme vraiment bien habillée, vraiment bourgeoise, belle, etc. Et le mendiant regarde la bourgeoise avec des yeux en mode à la fois d'envie et d'admiration. Et Victor Hugo voit ça. Et il constate que la bourgeoise ne regarde pas le mendiant. Elle le voit, et c'est même pas elle le regarde pas, c'est qu'elle a même pas conscience qu'il existe. Elle est dans son carrosse et elle vit sa vie, elle a pas conscience qu'il existe. Et il dit le drame, il se produit pas quand les deux existent. Il peut y avoir un mendiant et un bourgeois dans une société. Même si, idéalement, sans mendiant, ça serait mieux. Mais il dit le drame se produit lorsque l'un des deux n'a pas conscience que l'autre existe. Et ça a traduit après des révolutions qui ont même eu par la suite, qui ont suivi Victor Hugo. Mais moi, c'est ce que je poursuis au crayon, c'est de me dire, il faut juste que les gens aient conscience que l'autre existe. On me parlait des bulles algorithmiques. Il faut qu'il y ait conscience que, on a fait un prêtre et une actrice porno. Il faut que l'actrice porno ait conscience que le prêtre, il existe, et que l'actrice porno pour le prêtre existe. Parce que lui s'enferme, elle veut pas le voir, mais il existe, venez on discute. Il se passe quoi maintenant si vous discutez ? Il se passe qu'ils deviennent potes. Ils deviennent potes, ils font un podcast ensemble, ils sont auditionnés par le Sénat tous les deux pour un projet de loi pour interdire la pornographie aux mineurs. Les deux qu'on a réunis. Et c'est ça qu'on veut faire comme projet, nous, c'est de dire ensemble, vous n'êtes pas ennemis, vous pouvez construire des choses. Parce que vous faites partie de la même société en fait. Ça a quoi de se battre et de vouloir absolument se détester ? Alors il y a des combats qui sont légitimes. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire ensemble et construire ensemble. Et c'est un peu ça le projet du crayon. Donc on n'a pas d'ambition politique, idéologique, on sert aucun camp. Ce qu'on sert juste, c'est réunir les gens et faire en sorte que les gens se parlent, les gens de bonne foi puissent se parler. Et sur le sujet de Pierre-Édouard Stérin, il est plus au capital du crayon là depuis quelques jours. Ok, voilà. Je posais la question parce que il faisait partie, j'imagine, de cette levée de fonds dont on a parlé avant, etc. Vous le connaissiez probablement même pas, etc. Enfin, je veux dire, en gros, vu que c'est un truc qui est revenu, etc., je voulais, pareil, clore le débat une fois pour toutes, on va dire, sur ça. Donc aujourd'hui, il n'est pas au capital du crayon. Il n'est plus au capital du crayon. Voilà. Ses parts ont été... C'est pas un sujet, quoi. Ont été rachetés, exactement. C'est plus un sujet du tout. Et ça, il n'a jamais eu aucun impact sur la ligne éditoriale du crayon. Merci beaucoup, Antonin. J'ai une dernière rubrique qui est tout simplement qu'on a une guitare ici. C'est vrai ? Tu vas chanter. Non, c'est une blague. Horrible. En vrai, je l'aurais fait. Ah ouais. Je l'aurais fait, si tu veux. Merde. Je suis dégoûté de pas avoir de guitare, du coup. Je me serais chauffé. Allez, c'est le moment. Une chanson à la gloire du podcast qui était juste ici. Non, pas du tout. Avec FL Studio, tu peux faire des trucs très stylés d'ailleurs. Je sais pas si tu sais. Ouais, j'ai regardé la story du motif hier qui expliquait ça. Il a marmonné un truc. Et le truc est ressorti en mode... bref, de toute façon, avec l'IA aussi, tu peux faire d'autres trucs, d'autres logiciels, bref. Ouais, FL Studio, j'aurais bien aimé. Je pense que, anecdote, tout le monde s'en fout. Mais si j'étais pas parti, je pense, dans le montage vidéo... T'as fait la musique ? Je pense que je serais parti dans les logiciels plus de musique et tout. Putain, on aurait fait un groupe ensemble alors. Si moi, j'avais pas fait le crayon, on aurait fait un groupe. Ouais. Dommage. Dans un autre univers. Ouais, peut-être qu'un jour, quand Solo Créa, ce sera au top du top. Ouais. Tu me contacteras, tu me diras, Antonin, c'est l'heure. Faisons, ouais, c'est ça. Blague à part, ma dernière petite rubrique, c'est une liste de questions très rapides auxquelles tu peux répondre. Si tu veux développer, tu peux développer quand même. Très smart. Mais l'idée, c'est que tu puisses répondre un peu du tac au tac. Vas-y. C'est quoi, selon toi, 3 qualités indispensables pour être embauchable dans la création de contenu ? Adaptabilité, connaissance des réseaux et pratique. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as déjà faite en recrutement et que tu regrettes ? Ne pas s'assurer que la personne a un fit de vision avec moi. Ça avait débouché sur quoi ? Sur rien, juste le fait qu'il parte ou t'as eu des problèmes ? En départ, ça va. Jusque-là, ça va. Est-ce qu'il y a un profil
dans tes collaborateurs qui t'avait bluffé dès le premier call? C'est le moment de saucer quelqu'un dans la boîte, au hasard. Tu veux dire quelqu'un qu'on a recruté dans les recrutements? Genre, Ouais, quelqu'un que t'as eu en entretien et où tu te dis, oh la masterclass, je te veux dans mon équipe. Ouais, Mathilde. C'est pas moi qui fais l'entretien directement de Mathilde, c'est Valran. Valran a fait l'entretien avec Mathilde. Il se trouve que Mathilde et moi on s'est croisés quand elle est partie. Et Valran m'a dit tout de suite, on a trouvé la bonne personne. Et par la suite, moi j'ai pu la rencontrer et j'ai compris tout de suite aussi que c'était la bonne personne. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut bosser chez Le Crayon? Avoir un esprit pirate. Faut pas avoir peur de ne pas respecter les règles, mais pas d'un point de vue illégal ou quoi, hein, mais juste se dire, bah, je propose le truc en plus, je fais la chose qu'on n'attendait pas. Un esprit critique sur les instructions qu'on reçoit. Ouais, de pas être un simple exécutant. Nous, on aime bien avoir des gens qui sont capables de réfléchir et de proposer des choses. Si tu pouvais donner un cours dans une école, ce serait sur quoi? Sur la piraterie. On va sur un Antonin parallèle. Ouais. Non, sur la création de contenu, c'est vrai parce que j'ai pas du tout appuyé sur ce côté-là pirate dans le podcast, mais en gros la création de contenu sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un truc qu'on n'enseigne pas du tout à l'école. Dans 10 ans, tu voudrais qu'on dise quoi du Crayon? Que c'est le média numéro 1 qu'on regarde. All Média confondu, c'est numéro 1. C'est une bonne ambition. Et dans 10 ans, tu veux qu'on dise quoi de ton équipe? Il est passé par le crayon. Très bonne réponse. Merci Antonin. C'était une régalade pour moi ce podcast. Tu m'as donné plein de petites anecdotes en plus comme ça. C'est vrai, je m'en suis même pas rendu compte. Voilà. Mais Ouais. Non, c'était très cool. Merci à tous et à toutes de nous avoir regardés ou écoutés pour ceux qui sont sur Spotify ou Apple Podcast. Pensez à laisser un like, à commenter. Dites-nous ce que vous en avez pensé si vous voulez plus d'épisodes comme celui-ci. On en veut plus. Moi, j'en veux plus. Ah bah voilà, merci. Faites comme Antonin et partagez-moi votre avis. Je lis tout. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très vite sur Solocrea.